Eh bien, bienvenue donc à ce webinaire sur Making Durable 2025, donc qui vous est proposé par la Chambre de commerce et industrie Grand Est, l'ADEME, la région Grand Est, dans le cadre de Climaction. Alors, ce webinaire va particulièrement vous intéresser si dans votre entreprise, vous souhaitez initier ou renforcer une démarche d'éco-conception. Et donc voilà, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur ce parcours Making Durable 2025. Euh, Nous commençons par nous présenter. Alors, c'est pas poli, mais je commence. Donc moi, c'est Ronan Sebilo, donc Chambre de commerce et industrie, et donc je suis conseiller économie circulaire, mais également référent sur la thématique éco-conception à l'échelle Grand Est. Je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le secteur Alsace et Grand Est pour les parties éco-conception. Bonjour à tous, donc moi c'est Charline Clerget, je suis la dirigeante de la société Amulis et je suis également consultante et formatrice en éco-conception et analyse de cycle de vie. Et donc je suis désignée pour vous accompagner tout au long du parcours Making Durable et j'espère que ce webinaire vous intéressera particulièrement. Et bonjour à toutes et tous, Guillaume Joanne, cofondateur d'Altermaker. Donc, on est éditeur de solutions logicielles dans le domaine de l'éco-conception et de l'analyse du cycle de vie. On édite EcoDesign Studio qui sera utilisé dans le cadre de cet accompagnement. Voilà, donc pour les présentations, euh, euh, pour les questions, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui est dans l'interface GoToWebinar. Donc voilà, donc on pourra réagir sur les questions que vous pouvez nous poser. Euh, Également des contacts à avoir en tête sur le sujet de l'éco-conception, donc avec au niveau de la région Grand Est, Pascal Depré, et au niveau de l'ADEME, Benoît Deveau. Voilà, donc, on est nombreux. Retenez une chose, c'est que voilà, donc nous travaillons ensemble. Donc si vous avez des besoins d'informations sur comment développer l'éco-conception, quels sont les cofinancements, sachez voilà qu'au niveau Grand Est, on travaille bien en partenariat entre ADEME, région, CCI sur ces sujets. Alors le point de départ, le contexte, c'est voilà, crise climatique. Dans vos entreprises, vous avez peut-être déjà fait cet exercice d'un bilan gaz à effet de serre. Et si vous êtes une entreprise de production, c'est-à-dire que vous avez la main sur la conception de vos produits, vous êtes en charge de la conception, voire fabrication et ensuite distribution, assez souvent, un résultat d'un bilan carbone, c'est que 80% des émissions, c'est ce fameux scope 3. Le scope 1, c'est vraiment ce qu'il y a sur les émissions CO2 qui sont sur site, par exemple la chaudière gaz. Le scope 2, ce sera les émissions indirectes liées à l'énergie, par exemple l'électricité. Et tout le reste, le scope 3, c'est l'amont et l'aval de votre activité. Et souvent, voilà, quand vous faites ce bilan carbone, 80% c'est le scope 3. Donc finalement, quelle est l'étape logique pour la suite? C'est comment est-ce qu'on va réduire l'impact environnemental des produits grâce à une démarche d'éco-conception. Donc ça, il faut vraiment savoir que c'est vraiment la voie royale pour travailler sur optimiser, décarboner les produits et les services en industrie. Alors, ce sujet de l'éco-conception, il est vaste, il est global, et vous allez voir ces présentations, on cherche à vous aider à simplifier cette démarche. Si vous prenez vraiment du recul au maximum, quel est l'objectif quand vous allez vouloir développer une démarche d'éco-conception? Finalement, c'est la question que vous allez vous poser, c'est comment vous allez réussir à transformer le processus de conception dans votre entreprise. Aujourd'hui, dans votre entreprise, vous êtes plusieurs à travailler. Euh, Vous travaillez sur vos besoins clients et tous ensemble, la direction, la R&D, les achats, le marketing, la production, les forces de vente, avec votre processus de conception, vous développez des produits et des services. L'objectif, c'est demain, comment vous allez basculer vers un processus d'éco-conception pour toujours partir des besoins clients, toujours travailler en équipe sur ce sujet, mais à la fin réussir à sortir des produits et services éco-conçus. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est vraiment, si vous prenez le plus de recul sur cette démarche, c'est l'enjeu numéro un. Et donc ça, forcément, ce n'est pas une démarche qu'on peut mettre en place en entreprise en juste 6 mois. Il faut un peu plus de temps. Euh, donc,
Voilà, un commentaire sur cette approche, Charline? Ah, ton Oui, alors micro. on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai que les schémas classiques de conception qu'on a connus sont de plus en plus modifiés en fait pour être en capacité d'intégrer des critères de performance environnementale tout au long du développement d'un produit. Et on voit que ce type de démarche qui est orienté produit vient compléter aussi, comme on parlait du bilan carbone, voilà, on vient compléter les approches plus macro qu'on peut avoir à l'échelle d'une entreprise. Voilà. Et donc, le processus d'éco-conception vient faire le lien entre le produit et la vision un petit peu macro de l'empreinte environnementale globale de l'entreprise. Et c'est vrai que avec les équipes qu'on sensibilise, les services qu'on accompagne, on se rend compte que les entreprises sont clairement transformées quand elles décident d'intégrer ce type de démarche au sein de leur organisation. Donc voilà, donc c'est vraiment un challenge, on va dire, assez important. Et avec, je dirais, l'expérience, on a vraiment ciblé une liste de conditions de succès, voilà, pour que bah, le déploiement d'une démarche d'éco-conception en entreprise soit vraiment efficace. Et on va pouvoir les passer en revue l'un et l'autre, Charline et moi. Euh, je commence par le premier. Vraiment, l'objectif dans une démarche d'éco-conception, ça va être de créer les conditions propices à l'innovation. Euh, Ça, voilà. Au contraire, si vous n'avez pas, si vous n'activez pas cette condition de succès, vous allez vous retrouver dans une démarche environnement où 90% du temps, il est uniquement consacré à la phase de bilan environnemental. Et là, dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément créé des conditions propices à l'innovation. Ça, vous l'avez également, je dirais, finalement, dans toute démarche environnementale. Bilan carbone, c'est pareil. Peut-être vous avez fait un bilan carbone, où 80% du temps a été consacré à de la comptabilité carbone, qui était nécessaire. Et après, s'il n'y a plus de temps pour travailler sur faire évoluer les produits innovés, bah finalement, votre démarche ne va pas être un succès. Euh, un des autres enjeux de la démarche d'éco-conception, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne soit pas un investissement financier qui ne soit pas rentabilisé pour l'organisation. Souvent, on rencontre des dirigeants d'entreprise qui vont considérer que l'environnement, en fait, si vraiment on s'investit dedans, ça va être au détriment de la performance économique. On l'entend de moins en moins, ce discours, heureusement, mais il est vrai que, en fait, il faut bien comprendre que la démarche d'éco-conception bien orientée permet de rendre une entreprise parfois plus compétitive sur son marché, ce qui fait que elle va peut-être parfois réussir à mieux cibler, à mieux toucher sa clientèle. Ça, c'est une première chose. Et puis, on voit aussi que la démarche d'éco-conception, tout comme beaucoup de démarches environnementales, on vient toucher du doigt ce que l'on appelle la sobriété. Donc, on peut être amené à travailler sur des stratégies de réduction de masse des produits, de réduction de consommation d'énergie d'un produit, hein, toujours sur un spectre produit, qui fait qu'on arrive, dans la plupart des cas, à faire de l'éco-conception une démarche économiquement profitable. Il y a plusieurs études sur les retours économiques de ce type de démarche qui ont été publiées. Elles sont plus ou moins modérées sur le fait que ça soit réellement économiquement profitable. En tout cas, aucune ne met en avant que ça coûte plus cher et que les entreprises ne trouvent pas leur intérêt dans ce type de démarche. Voilà. Donc voilà, mais voilà, pour activer ces conditions de succès, bah, tout dépend comment vous développez, vous déployez vos méthodes d'éco-conception d'entreprise. Et vous allez le voir, donc avec Making Durable, bah, on a organisé la démarche pour autant que possible activer ces conditions de succès. Un autre point, bah, c'est vraiment avoir une approche pragmatique pour dépasser la complexité des produits et des marchés et impulser une dynamique. C'est vrai que l'enjeu, il est quand même assez important. Si dans votre entreprise, vous avez 8 gammes de produits et dans chaque gamme de produits, vous avez 100 produits, enfin vous travaillez sur un catalogue de 20 000 références, ok, on va travailler sur reconcevoir et co-concevoir nos produits, mais j'en ai plein de variétés. Comment on fait pour, on va dire, dépasser cette difficulté? Et justement, c'est avoir une approche pragmatique. Si au contraire, vous n'arrivez pas à avoir cette approche pragmatique, bah, il y a un risque de vous perdre en chemin, de ne pas savoir comment démarrer ou avancer, ou en tout cas créer la dynamique.
Donc là-dessus, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est aussi avoir en tête que la démarche d'éco-conception, vous allez au début développer une première boucle d'éco-conception sur une première reconception de produit. Mais tout ne va pas se jouer sur un an. L'objectif, changer votre processus de conception en processus d'éco-conception, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans passent, et vous devez multiplier les boucles d'éco-conception en étant de plus en plus agile sur ces sujets. Oui, c'est vraiment l'objectif du parcours Making Durable. On le détaillera un petit peu plus par la suite au niveau des étapes, mais retenez en fait que le produit qui est sélectionné pour mettre en place une première démarche d'éco-conception est choisi en fonction de plusieurs critères. Et la première chose, c'est qu'on va chercher à définir les attentes des clients pour être sûr de choisir le bon produit et de choisir de partir de s'assurer de partir dans les stratégies d'éco-conception les plus pertinentes par rapport à une cible de clientèle définie. L'objectif de faire un petit peu ce cadrage au départ, c'est vraiment d'éviter de se perdre en chemin, comme pouvait l'expliquer Ronan, mais également de ne pas lancer une démarche hors sol où on va essayer de travailler sur plusieurs produits, etc. Tout est vraiment cadré, parfois avec un niveau, on va dire, peut-être un peu simplifié pour une démarche d'éco-conception. L'ambition étant que cette première démarche d'éco-conception au sein de votre organisation rencontre son succès pour que vous puissiez sereinement pouvoir réappliquer ces boucles par la suite. Ok, donc voilà, les conditions de succès qu'on a pu lister. Donc Making Durable, là, on a déjà eu 3 groupes d'entreprises sur 3 ans qui se sont engagés avec nous sur ces démarches d'éco-conception. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on peut quand même vous dire que c'est une démarche qui a été testée et approuvée avec des entreprises TPE, PME, grandes entreprises, dans des secteurs d'activité variés. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment sur des produits variés, donc à la fois des entreprises qui sont plus, je dirais, intégrateurs, ou en tout cas voilà, qui sont sur des produits complexes, mais aussi des entreprises qui sont fournisseurs de matières comme Westlake ou on va dire, de produits assemblés comme Protechnic. Donc voilà, vraiment sur des secteurs d'activité diverses et variés. Donc là, finalement, la démarche d'éco-conception s'applique à tous ces types d'entreprises. Je dirais l'intérêt, comme on va le voir aussi avec Charline et Abulis, c'est que bien sûr un cabinet conseil en éco-conception ne peut pas avoir la science infuse et connaître tous les matériaux en détail, mais finalement, après avoir travaillé, je dirais, avec ces 30 entreprises, petit à petit, voilà, il y a vraiment quand même des connaissances pointues du côté d'Abulis sur différents matériaux traités avec les entreprises. Alors, pourquoi développer des produits éco-conçus? Ça, c'est vraiment être le point de départ. Bah, finalement, dans une logique aussi, je dirais, RSE, pour répondre aux attentes de vos parties prenantes. Donc déjà, voilà, si vous voulez développer une démarche d'éco-conception, vérifiez est-ce que vous avez des indicateurs au niveau de vos parties prenantes, que ces parties prenantes ont des attentes, et finalement, la démarche d'éco-conception va pouvoir venir répondre à ces attentes. Alors voilà, est-ce que vous êtes une entreprise avec des actionnaires? Est-ce que vous êtes soumis prochainement à tout ce qui est CSRD? Si c'est le cas, eh ben, la démarche d'éco-conception va répondre à la question quel est votre plan de décarbonation? Voilà, on peut passer sur d'autres parties prenantes. Je te laisse rebondir par exemple sur la partie collaborateur. Oui, les collaborateurs, on se rend compte, alors c'est plus particulièrement prononcé dans certains secteurs d'activité, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus les collaborateurs qui recherchent du sens dans leur métier, surtout les générations les plus jeunes, avec un certain niveau d'études qui arrivent. Et en fait, certaines entreprises n'arrivent pas à garder les compétences en interne si elles ne mettent pas en place des démarches dites porteuses de sens, que ce soit sur le plan environnemental et social. Aujourd'hui, au niveau du travail, enfin on va dire que certaines, il y a quand même des choses bien établies au niveau social dans les entreprises, et elles vont chercher à pousser leurs entreprises sur des démarches environnementales, et certaines, quand elles ne le font pas, vont perdre un vivier de jeunes cadres qui décident d'aller partir dans des organisations plus
investi sur le pilier environnemental au niveau du développement des produits. Alors ça, c'est surtout valable plutôt pour les équipes de conception, bureau d'études, recherche et développement, cet aspect vraiment prise en compte de l'environnement dans les produits, mais on le ressent plus globalement dans différents métiers de l'entreprise. Donc cette démarche, en fait, enfin voilà, ce qu'on cherche à mettre en place aussi dans le cadre du parcours Making Durable, sur certains points clés, en fait, il y a des ateliers vraiment internes, et sur certains ateliers clés, en fait, on va essayer de réunir un maximum de personnes de votre organisation pour être en capacité de les sensibiliser, de les motiver et de les faire intégrer à la démarche, puisqu'on verra qu'il y a des petits ateliers qui s'y prêtent particulièrement. Voilà. Voilà, et puis aussi donc la question de clients, est-ce que vos clients sont en attente sur ces sujets? Alors forcément aujourd'hui, hein, les clients, ils veulent, on va dire, des produits plus écologiques au même prix, voire moins cher. Bon, bah, c'est aussi un challenge à relever. Mais voilà, mais c'est vrai que en résumé, la démarche d'éco-conception, elle est là aussi pour vraiment répondre à ces attentes de ces différentes parties prenantes. L'éco-conception, ce n'est pas quelque chose d'incroyablement nouveau. Finalement, vous êtes amené à travailler sur des sujets que vous avez déjà traités au fil des années. Mais l'idée, c'est d'aller un cran au-dessus. Donc, c'est travailler sur sélectionner des matériaux avec moins d'impact, réduire la quantité de matière, optimiser les techniques de production, optimiser la logistique, la phase d'utilisation, augmenter la durée de vie, optimiser la fin de vie, voire créer des nouveaux concepts. Voilà, donc finalement, l'éco-conception, ce n'est pas quelque chose d'incroyable, de si nouveau. L'enjeu, par contre, c'est, vous avez potentiellement déjà des produits performants. L'enjeu, c'est comment vous allez un cran au-dessus. Voilà, aujourd'hui, il faut réussir à décarboner fortement les produits, l'économie, l'industrie. Voilà, donc derrière, il faudra pas forcément gagner que 1, 2, 3% de carbone par-ci par-là. Aujourd'hui, on est sur des enjeux, il faut gagner 20, 30, 40%. Donc il faut aller un cran au-dessus de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ben justement, les démarches d'éco-conception sont là pour, on va dire, favoriser ce type de résultats. Et donc justement, exemple de résultat, chez Bongar, donc qui avait fait la démarche en 2022, sur le produit sur lequel ils avaient travaillé, ils avaient réussi à faire un gain de 50% en masse. Alors finalement, pourquoi? Eux, ils font des fours pour boulanger et ils se sont rendus compte qu'il y avait un segment de clients qui achetait un produit qui était prévu pour faire du pain toute la journée. Alors qu'en fait, ce segment de clients ne faisait du pain que le matin. Donc ils ont pu reconcevoir, je dirais, ce four pour s'adapter exactement aux besoins de ce type de segment de clients. Ils ont également remis en cause la manière dont ils avaient de faire de la vapeur dans le four. Donc ils ont remis en cause la manière de faire chez Bongar, voilà. Et donc ça a permis de faire un gain de 50% sur la partie matière, sur la partie énergie, il y a aussi pas mal de choses qui sont engagées, ce qui leur a permis finalement à l'époque de compenser une hausse des coûts au niveau matière. Voilà. Oui, alors voilà, Bongar fait des fours pour les boulangers. Voilà et c'est vrai que c'était une démarche qui était très intéressante. Je vais rebondir sur le deuxième parcours. On voit qu'on a aussi une 50% de réduction en masse par rapport à la première version de produit. Donc là, c'est l'entreprise VHM qui propose du mobilier urbain et ils avaient développé un produit qui s'appelle l'Arbovia. Très rapidement, quelques stratégies d'éco-conception qui ont été mises en place grâce au parcours. Déjà, on a une réduction en masse au niveau du châssis, en fait, où ils ont réduit énormément la quantité de matière et puis aussi des traitements métalliques qui n'avaient peut-être pas forcément besoin en interne de la structure. Et puis, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant. Le produit était, pour être livré, il était transporté dans des caisses bois de 70 kg, en fait, et en deux parties, parce qu'il ne passait pas dans un camion. Donc, ils ont revu un tout petit peu la conception, intégré juste quelques anneaux de levage, et ils ont réussi, donc ça a été comparé environnementalement, évidemment, sur un logiciel spécifique dont on en saura plus dans quelques minutes. Et donc, ce qui a été mis en avant, voilà, ils ont réussi au niveau logistique à réduire le volume occupé par le produit, au niveau conception, réduire de 50% la masse du produit, et puis ces petits anneaux de levage qui permettent de faciliter grandement la manutention pour ce produit. Il y a énormément d'autres choses qui ont été revues également, mais voilà, pour l'ensemble, par l'intégration du parcours, on voit qu'on peut avoir des résultats significatifs. Et puis, Ok. Alcatel, Et- plus...
Alcatel, bah donc là, pareil, Alcatel, donc ce qui était vraiment intéressant chez Alcatel, c'est, je dirais, appréhension, parce que évidemment, voilà, Alcatel, tout ce qui est produit électrique, électronique, avec des temps de développement assez longs. Finalement, quand ils ont démarré la démarche, ils se sont dit, bah zut, nous, si on arrive à des résultats, ce sera que dans 3 ans, parce que nous, on est sur des produits quand même avec des technologies spécifiques. Et finalement, en appliquant à nouveau des règles de bon sens, ils ont réussi finalement en cours de route à appliquer cette logique d'éco-conception sur un autre développement de produit et à remettre en cause, je dirais, la conception et à vraiment réduire, je dirais, à supprimer des chargeurs qui étaient finalement distribués à chaque fois, à remettre en cause la manière de concevoir le produit on va dire, de diffusion. Alors là, c'est un produit pour tout ce qui est modem, on va dire, téléphonie. Donc voilà, donc là pareil, bonne surprise. Point de départ, on est sur un produit qui était complexe, des temps de développement qui étaient longs, et finalement ils ont réussi à trouver une opportunité pour remettre en cause des produits en cours de développement. Donc voilà. Donc après, on va dire quand on voit ce résultat, on se dit bah zut, alors comment ça se fait que ce type de démarche, enfin de gain, n'ait pas été engagé avant? Bah la réponse c'est que bah forcément, dans vos processus de conception, peut-être vous êtes des fois sur des manières de concevoir qui sont pas remises en cause. Bah justement, l'éco-conception, on veut faire du gain en termes de flux, matière et énergie, et donc vos équipes sont challengées pour remettre en question, on va dire, les processus de conception, tout en étant centré sur le besoin client. Une démarche d'éco-conception, on sait que vous êtes vraiment arrivé, on va dire, vous touchez vraiment le sujet quand vous commencez à remettre en cause des choix de conception qui sont peut-être présents depuis 5-10 ans. Hop. Alors, pour développer votre démarche d'éco-conception justement en toute sérénité, ben voilà, on a vraiment développé un parcours en 5 étapes qui vous permet de suivre pas à pas une boucle d'éco-conception de manière structurée. Euh, et c'est un fonctionnement particulier, donc c'est un accompagnement qui est à la fois collectif, donc vous avez 6 ateliers collectifs où vous travaillez, donc il y a 2 personnes par entreprise qui viennent aux ateliers, et vous êtes dans un groupe d'entreprises, mais vous avez également de l'accompagnement individuel, où donc Abulis, cabinet conseil éco-conception, intervient 10 jours dans votre entreprise pour vos projets en toute confidentialité. Par contre, il y a un nombre de places limité, donc c'est 8 à 9 entreprises du Grand Est, et donc on fonctionne sur un format appel à candidature. Euh, Cabinet Amulis, donc qui intervient pour cet accompagnement, bah, en fait a été sélectionné par l'ADEME, la région et la CCI, a été sélectionné pour les 2 premières accompagnements, et puis on a fait d'ailleurs une remise en concurrence, et finalement on est bien reparti avec Abulis. Donc Abulis qui maintenant a déjà l'expérience de l'accompagnement de 30 entreprises, donc je pense que Oui, assez rodé sur le sujet. oui, 31 exactement depuis le démarrage du parcours Making Durable en 2022. Là, on accompagne la troisième promo de 10 entreprises en ce moment. Donc moi, au niveau de mon bagage un petit peu en éco-conception, ça fait quand même 14-15 ans que je travaille sur le secteur. Au départ, dans une autre structure et maintenant en tant que dirigeante de la société Amulis. Euh, c'est un parcours pour lequel on a vraiment développé des méthodes spécifiques propres pour assurer votre autonomie par la suite. En fait, c'est vraiment ça qui est visé par le parcours. Voilà, donc en dehors du parcours Making Durable, Amulis fait de l'accompagnement également à l'éco-conception. On réalise aussi des analyses de cycle de vie, et on a des analyses de cycle de vie qui passent en revue critique. Ce sont des évaluations environnementales de produits sur le cycle de vie complet. Et on réalise aussi des veilles technologiques sur les brevets d'invention pour certaines PME qui ont des activités de recherche et développement. Voilà, pour résumer rapidement l'activité d'Amulis. Et on est aussi certifié Calliope pour tout ce qui est activité de formation qu'on dispense assez régulièrement également au sein de certaines organisations. Voilà pour la présentation d'Amulis. Je suis très contente de continuer à accompagner les entreprises du parcours Making Durable qui, voilà, pour moi, est vraiment un accompagnement qui réunit tous les facteurs clés de succès pour que ça fonctionne. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir continuer à l'animer et à accompagner les entreprises dans ce cadre.
Donc voilà, comment ça fonctionne? Donc en effet, vous avez un premier atelier de lancement où les entreprises se réunissent pour la première fois. Alors vous venez à deux par entreprise. Donc là, pareil, ce qu'on s'est rendu compte, c'est maintenant on préconise d'avoir non pas un pilote éco-conception, mais deux pilotes. Alors la question qui peut être posée, c'est mais quelle est la fonction, on va dire, de ce pilote? Voilà, je dirais que ça dépend par entreprise. Des fois, c'est une personne de la R&D, des fois, c'est bureau d'études, ça peut être responsable produit, ça peut être en interne un référent RSE qui est sponsor de la démarche. Voilà, je dirais que Parfois, c'est c'est assez. dirigeant aussi, dans des petites structures. Voilà. Oui, voilà, donc ça peut être aussi le dirigeant. Euh, donc voilà, donc comme vous allez voir, l'éco-conception, c'est pas facteur clé de succès, c'est pas une approche purement technique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne laissez que la R&D s'occuper de l'éco-conception, pareil, ça va pas bien marcher. Ça fonctionnera si c'est vraiment une démarche transversale dans l'entreprise. C'est une démarche globale et toutes les fonctions dans l'entreprise ont des choses à apporter à la démarche d'éco-conception. Vous avez également une phase de lancement qui est faite dans votre entreprise, donc pour votre équipe projet. Euh, voilà, donc en quelques Oui, mots. il y a une session de lancement en collectif avec toutes les entreprises, mais on vient également en interne au sein de votre organisation sur une journée où on a plusieurs objectifs à répondre, mais on a quand même un temps dédié à la sensibilisation d'un maximum de personnes en interne. Donc il y a une vraie sensibilisation avec une méthode et des jeux sérieux, etc., pour impliquer les parties prenantes en interne. Mais en plus, afin de s'assurer, en fait, parfois, ça peut arriver aussi, ben, vous êtes deux chefs de projet sur le projet ou un seul, et puis il y a quelqu'un qui part dans l'organisation. Donc, ce qu'on vous met à disposition également, c'est une séance de sensibilisation également, mais en vidéo. Donc, il y a ce qu'on appelle des capsules éco-conception, c'est-à-dire le jour où vous avez besoin de resensibiliser des nouveaux collaborateurs qui arrivent à la démarche. Ben, c'est pas grave s'ils n'étaient pas forcément là le jour J, même si c'est quand même mieux. Voilà, on assure cette sécurité pour réunir le succès, les facteurs clés de succès, avec justement l'accès à des vidéos spécifiques que vous pouvez réutiliser autant que vous voulez en interne. Et idéalement Voilà. sur et également idéalement sur les premières capsules, si vous arrivez à avoir les membres de la direction, c'est vraiment aussi un élément important. Ça permet à votre dirigeant, dirigeante de dire OK, encore une démarche un petit peu environnement, green, donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, justement, Charline est en capacité d'expliquer de manière pragmatique qu'est-ce qui va se passer et finalement tous les bénéfices que l'entreprise peut en retirer. Et ça, voilà, je dirais, ça mobilise aussi, je dirais, la direction sur le sujet. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui fonctionne, enfin, c'est un des facteurs clés de la démarche d'éco-conception, un des facteurs clés de succès, c'est la conviction du dirigeant, en fait, hein, pour y parvenir. C'est quand même lui qui va dédier les moyens, que ce soit financiers, humains, à mettre en place pour y parvenir. Mais un outil vraiment spécifique qui répond aussi à ces objectifs, c'est le diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique, c'est donc on voit qu'il y a plusieurs étapes hein, dans le parcours du making durable. Il y a le lancement, il y a une phase de diagnostic qui est divisée en deux sous-phases. Et la première phase, c'est le diagnostic stratégique. C'est un cadrage. Ce cadrage, il va permettre d'analyser le contexte interne et externe de votre entreprise. On le met en place à l'aide d'un jeu qui s'appelle EcoSWOT, qu'on voit juste à ce moment-là, voilà, juste ici en fait. Ça permet vraiment d'impliquer les équipes au démarrage. Au départ, sur les premiers parcours, c'est vrai que nous, on faisait un travail de rapport assez conséquent et on se rendait compte que ce rapport de diagnostic stratégique, il était lu, mais il n'était pas forcément bien compris ou voilà, les entreprises s'en imprégnaient pas forcément. Donc, on a changé nos méthodes pour que les entreprises deviennent acteurs de ce diagnostic stratégique éco-conception. Il y a quand même un travail consultant en amont et en aval, puisque nous, on va faire un benchmark concurrentiel. On va regarder ce que font les concurrents au niveau du développement des produits en éco-conception. On va regarder les enjeux de votre filière spécifiquement. On va regarder aussi les enjeux réglementaires. Est-ce qu'il y a des réglementations qui vous touchent particulièrement et qui sont axées sur l'éco-conception de vos produits? Et on peut être également amené à vous accompagner pour sonder les clients, pour savoir leurs attentes. Ça, c'est les 4 piliers de ce qu'on appelle l'analyse externe. Et on a également l'analyse interne, donc où on va travailler sur
la stratégie, la direction, est-ce qu'elle est alignée avec les ambitions, peut porter une démarche d'éco-conception, tout ce qui est démarche environnementale en interne, est-ce que vous avez déjà mis en place des détections de tendances sur le sujet, est-ce que vous avez des marges de manœuvre en conception, est-ce que, voilà, est-ce que vos fournisseurs vont être proactifs à vous proposer des nouvelles matières, des nouvelles choses, ou est-ce qu'au contraire, en fait, vous ne savez pas, peut-être qu'il faut les questionner. Tout ça, c'est des choses des questions qu'on va poser pour y répondre. Et l'objectif, c'est par rapport à tous ces enjeux, qu'ils soient internes ou externes, c'est de venir vous positionner. Est-ce que vous vous considérez bon, moyen, etc. Et à partir de ce moment-là, de se dire, bon, ok, là, on n'est peut-être pas au top de notre forme, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Et à l'issue du diag de cette séance, en fait, vous avez déjà un plan de progrès qui vise à réunir les facteurs clés de succès de la démarche d'éco-conception, mais également, surtout, une fois qu'on a fait un petit peu cette vision 360 de votre entreprise en lien avec la démarche d'éco-conception, on est plus à même de choisir le produit le plus pertinent pour mettre en place cette première démarche d'éco-conception. Voilà, donc ça, c'est Voilà. vraiment la phase de diagnostic stratégique éco-conception qu'on met en place grâce à l'outil EcoSWOT qu'on a développé. Voilà. Voilà, et puis aussi bénéficier d'un regard extérieur, c'est-à-dire que forcément, vous avez un processus de conception, comment le faire évoluer vers un processus d'éco-conception, mais si par exemple votre, on va dire, équipe bureau d'études a été diminuée de 50% parce qu'il y a des collaborateurs qui sont partis, bah oui, donc ça, ce qui va ressortir là, c'est dire, bah attention, votre bureau d'études est en sous-effectif, dans les 14 mois qui viennent, c'est un élément sur lequel il va falloir progresser, c'est un frein à la démarche de conception tout court. Enfin voilà, donc c'est aussi de dire, on n'est pas dans on va dire, dans un monde de bisounours, mais voilà, c'est de dire, voilà, est-ce que vous avez bien tous les ingrédients en place pour bien développer des produits Oui. éco-conçus. Euh, Ensuite, on a une phase plus classique de diagnostic environnemental, donc on va pas rentrer dans le détail, mais on va dire là, quand on parle d'une démarche d'éco-conception, justement, on a toujours en tête, on se dit, ah oui, on va évaluer l'impact environnemental des produits. En fait, ce n'est qu'un élément, mais vous allez bien travailler en effet sur cette étape. Euh, voilà, pour faire simple, vous allez faire cet exercice de prendre votre produit, de prendre votre nomenclature de matière, de processus, de logistique, et le rentrer dans un outil qui va vous permettre, en sortie, d'avoir une première évaluation environnementale. Et justement, on va pouvoir avoir justement l'intervention de Guillaume, qui est donc créateur de ce logiciel EcoDesign Studio. Donc, merci Ronan. Donc oui, EcoDesign Studio, c'est un logiciel. Alors vous aurez l'occasion de le découvrir plus en détail, mais c'est un logiciel qui est donc en ligne et qui va vous permettre de modéliser l'impact environnemental d'un produit en renseignant des informations, comme Ronan le disait, hein, sur la nomenclature, sur le cycle de vie complet. Ce qui est intéressant du fait qu'il soit en ligne, c'est que il permet d'échanger aussi assez facilement dans le cadre de l'accompagnement avec les consultantes d'Amulis, consultants et consultantes d'Amulis qui vous accompagneront, où ils pourront regarder des choses, vous accompagner et ainsi de suite dans la modélisation. Avec donc voilà, des interfaces qu'on a essayé de faire le plus ergonomique possible pour vous permettre de modéliser. Une fois connecté, partage, on le voit hein, sur le côté droit des projets avec certaines personnes. L'intérêt de ce partage-là, c'est que vous pouvez tout à fait partager des choses avec Amulis et puis en parallèle, parce que vous aurez pris de l'avance et que vous aurez compris que l'éco-conception, ça va être stratégique pour vous, vous pouvez commencer d'autres projets sans forcément les partager avec Amulis parce que pour des raisons X ou Y. Donc, vous gérez vous-même ce que vous souhaitez partager et pas partager dans le cadre de l'accompagnement. Juste sur la slide, merci Ronan. Donc en fait, voilà, ici vous voyez comment on peut modéliser la nomenclature d'un produit où on va renseigner des sous-ensembles, des composants, et puis ça va être l'étape peut-être la plus complexe, et celle où il faut passer du temps mais pas trop. Parce que ça sert à rien d'aller trop dans le détail, mais il faut quand même avoir quelque chose de cohérent. Collecter l'information, quelles sont mes matières, quels sont mes procédés, d'où ça vient, etc. Donc c'est ce type d'interface qui va vous permettre de décrire le cycle de vie en faisant le lien avec des bases de données qui vous permettent ensuite de calculer l'impact environnemental. Ces bases de données, il y en a de différents types.
la base empreinte qui est une base de l'ADEME, donc franco-française, mais reconnue je dirais par l'État, et puis d'autres bases plus reconnues au niveau international, mais des fois plus complexes aussi à utiliser, avec notamment EcoInvent, qui est la base de référence en analyse du cycle de vie, et Carbon Mines, qui a d'autres spécificités. Donc ces bases de données vont vous permettre finalement de transformer, vous, votre collecte de données en impact environnemental. Et donc derrière, d'avoir une interface. Hop, si tu peux passer juste sur la slide d'après, merci. Une interface qui va vous permettre de comprendre quels sont vos impacts et d'où ils viennent. Et finalement, de mettre en avant, de mettre en évidence les points chauds et là où il faut pouvoir ensuite avancer et chercher, et ça va orienter votre action d'éco-conception et votre action d'éco-innovation. Dans les bases, je vois une question en parallèle, dans les bases de données, vous pouvez tout à fait rajouter vos propres bases de données, rajouter des données spécifiques de vos fournisseurs, etc. C'est complètement flexible à ce niveau-là. Et donc là, dans cette partie résultats, voilà, on a les résultats globaux. Ok, mon produit, c'est un impact sur le changement climatique, sur la pollution de l'eau, pollution de l'air, et ainsi de suite. Mais surtout, voilà, on va pouvoir aller dedans. Ok, c'est les matières premières, mais c'est quels composants, c'est quelle matière, c'est lié à quoi, et ainsi de suite, pour comprendre. Et derrière, dans l'action de créativité, de recherche de solutions, etc., et les ateliers que vous aurez avec Amulis, avoir ces informations-là pour se dire, ok, comment je fais pour changer et travailler sur mes enjeux principaux et pas sur ce qui fait 0,001% de mon impact. Donc voilà, des interfaces pour avoir des résultats, les exporter, etc. Et puis après, la possibilité dans le logiciel de faire des variantes. Je crois que ça doit être, si ma mémoire est bonne, la slide d'après, merci. Des variantes et de tester. Et finalement, je dirais un peu en direct, en parallèle de la créativité, de la recherche de solutions, de pouvoir se dire, et si je fais ci, et si je fais ça. Et tout à l'heure, Charline disait, voilà, ils ont reconçu un produit en rajoutant des engins, des anneaux de levage et ainsi de suite. Donc, on rajoute des matières, mais on enlève d'autres choses. Ok, je vais pouvoir comparer. Je vais comparer finalement ici où je vais avoir mon produit de départ, je vais pouvoir modéliser mes actions d'éco-conception, mes idées d'éco-conception, et puis comparer et me dire, ok, c'est une bonne idée, ou non, finalement, c'était pas une bonne idée parce que, certes, j'enlève un peu de matière là, mais je rajoute une consommation d'énergie ou je rajoute des contraintes à cet endroit-là. Donc vraiment, une vision globale et un pilotage global dans le logiciel avec au maximum des interfaces les plus simples et les plus ergonomiques possibles, tout en étant fiable. Donc voilà, on a recherché la simplicité de modélisation, mais sans être simpliste. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est vraiment un enjeu fort, c'est ce côté comment vous allez réussir à dépenser le moins de temps possible sur cette étape qui est cruciale, mais tout en étant sur des résultats qui sont fiables. À l'inverse, aujourd'hui, il y a d'autres logiciels beaucoup plus experts, mais là, vous allez avoir des entreprises qui vont modéliser un produit pendant un an, et au bout d'un an, elles n'ont pas fini de modéliser le produit, où le résultat est tellement complexe que bon, on arrête la démarche d'éco-conception. Donc là, forcément, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Là, vraiment, il y a vraiment ce côté montée en compétences, autonomie. Donc pareil, Charline pourra vous le dire, c'est que évolution entre 2022 et 2023. Peut-être en 2022, Amulis était peut-être beaucoup plus intervenu pour aider les entreprises à modéliser, mais finalement, maintenant, vous êtes plus laissé en autonomie et on se rend compte que voilà, forcément, les entreprises qui sont laissées plus en autonomie vont plus modéliser de projets par elles-mêmes. Et en effet, on a maintenant des entreprises qui nous disent bah ouais, c'est super, maintenant on a trouvé des options de déco-conception et systématiquement on refait une modélisation produit pour voir est-ce que ça va dans le bon sens. Ah bah non, finalement là on pensait que ça pouvait être une solution d'éco-conception. L'outil d'évaluation qui est relativement grossier ne semble pas indiquer que c'est une bonne solution, bon on l'abandonne. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est le cœur de l'éco-conception aussi. Oui, tout à fait. Sur les premiers parcours, on avait plutôt tendance à faire à la place d'eux. Et on s'est rendu compte que c'était pas un facteur favorisant l'autonomie et la mise en place pérenne de la démarche au sein de l'organisation. Donc en fait, là, on est systématiquement disponible pour aider et apprendre à faire, mais c'est vous qui devenez les maîtres de vos propres modélisations environnementales. Ce qui permet une excellente montée en compétences de vos équipes en interne aussi. Parce que parfois, vous avez des demandes clients auxquelles vous n'êtes pas en capacité forcément de répondre. Et là, vous êtes en capacité de dire, bon, ben voilà, j'ai une empreinte produit que je peux réaliser rapidement pour leur dire, écoute, pour dire à votre client, écoutez,
on est sur ces ordres de grandeur en termes d'empreinte carbone ou voilà. Et ça, c'est quand même un vrai plus pour vous dans vos communications avec vos différentes parties prenantes, le fait que vous soyez en capacité de le maîtriser. Et Mais, voilà. mais attention, là, voilà, ces étapes que l'on vient de voir, ce ne sont que des étapes amont, qui ne visent qu'une seule chose. Donc là, à cette étape, vous avez votre équipe projet qui a été mis au même niveau d'information sur l'éco-conception. Vous avez un diagnostic stratégique. Vous avez l'évaluation environnementale d'un premier produit sur lequel vous cherchez à travailler. Vous avez fait tout ça que pour l'étape qui arrive, qui est vraiment, voilà, Charline a tendance à dire, c'est la clé de voûte de la démarche d'éco-conception. C'est là où ça se passe. Et c'est là où vraiment on veut vous emmener, et en essayant de vous aider à économiser du temps sur les étapes d'avant. C'est cette étape de mise en œuvre et d'idéation. Oui, tout à fait. Le diagnostic stratégique et le diagnostic environnemental nous permettent de savoir où aller, comment y aller et quel niveau d'ambition est atteignable pour votre organisation et sur quel endroit au niveau du produit on doit concentrer nos efforts pour réduire, pour avoir un meilleur potentiel de réduction de l'empreinte environnementale de nos produits. Une fois qu'on a fait tout ça, on a un cadre qui est posé. Et en fait, ce cadre-là sert un petit peu à faire ce qu'on appelle une incubation, définir des problématiques prioritaires à résoudre. Une fois qu'on a ça, on peut passer en phase de ce qu'on appelle de recherche de solutions. Et on utilise des méthodes d'idéation, des séances de créativité pour générer des idées d'éco-conception. On utilise différentes méthodes. Donc, la phase de génération d'idées en tant que telle, on va parler de phase phase dite divergente, où on élargit le spectre des solutions, on sort des œillères de notre organisation pour essayer de trouver des solutions et en fonction du niveau atteignable, on peut partir sur des stratégies assez disruptives et d'innovation. Pour cette phase divergente, on utilise 3 méthodes. Une méthode en atelier collectif qu'on appelle le World Café. On y était mardi avec les entreprises de Making Durable 2024 et c'est toujours une brillante effervescence où on a des choses très pragmatiques qui ressortent avec les moyens et les étapes pour parvenir à mettre en œuvre ces solutions. Donc, c'est super. Et puis, en interne, donc il y a aussi un atelier en interne qui est dédié à cette phase de recherche de solutions où on vient faire 2 méthodes de séances de recherche de solutions. Une méthode dite d'innovation durable, où là, on élargit le spectre pour aller sur l'innovation. Voilà, méthode d'innovation durable, et on peut aller toucher du doigt des aspects sociaux-sociétaux au niveau du produit. Et on a une méthode qui est plus rassurante qu'on a développée également au sein d'Amulis qui s'appelle 8Co Concept, où on reprend la roue des stratégies de l'éco-conception et on vient, en fonction des problématiques environnementales prioritaires à résoudre, sélectionner les axes de recherche de solutions les plus pertinents. On le fait en groupe, en favorisant les échanges, parfois avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le développement de produits, puisqu'on dit que c'est de la naïveté que peut ressortir la plus grande créativité. Voilà, et ça permet aussi d'impliquer et de porter du sens au sein de votre organisation, puisque tout le monde peut venir donner son idée lors de ces séances. En général, on est entre 7 et 10 personnes pour cette journée au sein de votre organisation. Si vous êtes moins, ce n'est pas un problème. Des fois, on est 2, 3. Ça arrive aussi. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des solutions, enfin plein d'idées qu'on va par la suite, dans l'étape suivante, venir trier, coter, sélectionner, revérifier nos objectifs qui sont ressortis du diagnostic stratégique, du diagnostic environnemental. Qu'est-ce qui permet de répondre le plus à nos problématiques? On sélectionne et on voit ensuite ce qu'on décide de mettre en œuvre. Voilà. Peut-être on peut passer à la slide d'après, parce que voilà, la phase divergente, c'est vraiment d'avoir un maximum de solutions. Et puis la phase de convergence, on va venir refermer un petit peu, refermer l'entonnoir en fait de la créativité en cotant, sélectionnant, décrivant, évaluant. On peut même être amené à voir sur certains projets, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs à actionner pour mettre en œuvre ces solutions. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut revoir en parallèle et après les parcours également. Voilà, et puis on retourne ensuite avec le collectif et on partage selon les niveaux de confidentialité des idées qu'on souhaite mettre en œuvre. On peut partager ces plans d'action avec les autres entreprises et s'inspirer également des autres organisations qui sont présentes. Donc là, pareil, quand vous avez fait Making Durable, ben, vous partez avec ces outils et méthodes d'idéation
puisque voilà, les serious games font partie du coup. Et l'enjeu, voilà, c'est bien sûr, vous n'allez pas révolutionner votre entreprise avec une journée dans laquelle il y a 3 séances d'idéation. Mais en tout cas, voilà, vous êtes formé, vous pratiquez, et l'objectif, encore une fois, c'est, ok, vous avez fait making durable, mais par la suite, vous avez maintenant les outils pour refaire des boucles d'éco-conception, de l'idéation, de la recherche de solutions, sachant que voilà, l'enjeu est quand même assez, on va dire, difficile, hein, éco-concevoir, réduire l'empreinte carbone des produits et des services, c'est vraiment un enjeu assez difficile, donc d'où l'intérêt d'être bien outillé en interne sur le sujet. Voilà, donc au final, vous allez réatterrir sur des plans d'action plus classiques avec vos outils de gestion de plans d'action, de projet. Euh, voilà, donc là, après, sur cette partie mise en œuvre, c'est plus classique. Vous terminez également avec un atelier sur tout ce qui est éco-communication, et on va accélérer pour bien rester dans le temps. Le principe, c'est vous aider à ne pas tomber dans du greenwashing, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir développé un produit plus performant au niveau environnement, mais quand vous allez communiquer dessus, potentiellement vos clients vont pas bien comprendre votre communication et se dire encore une entreprise qui survalorise ses démarches environnementales, encore une entreprise qui fait du greenwashing. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas du tout le cas de votre entreprise. Donc il y a des normes, mais ces normes, elles sont pas claires, et donc heureusement. Et une petite chose aussi, c'est qu'en fait, si vous avez des communications que vous voulez que les consultants jettent un œil dessus pour vous dire si c'est bien fait ou pas, on peut le faire dès le début du parcours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. On n'attend pas la fin du parcours pour vous conseiller sur ces aspects si vous en avez besoin, en fait. Oui, voilà, on a eu le cas comme ça, voilà. Ça, il faut pas faire. Ah bah tiens, juste, on a imprimé 10 000 cartons avec ça. Bon, d'accord. Mais voilà, mais en tout cas, dans le parcours, on vous amène la partie éco-communication à la fin, parce que c'est plus logique. Et justement, vous pouvez mettre en application justement ces principes d'éco-communication sans greenwashing dans la production d'une vidéo de 2 minutes qui est justement là pour permettre à l'entreprise de commencer à communiquer sur sa démarche d'éco-conception en cours. Alors soit c'est pour répondre à des besoins internes, mais ça peut être également utilisé pour de la communication externe. Euh, voilà, donc là, bah, justement, c'est aussi intéressant maintenant, comme il y a eu une trentaine d'entreprises, vous avez comme ça toute une série de témoignages entreprises. Si vous voulez, on peut vous en partager une assez rapidement. Alors, je vais partager. Oups. Alors, on va vous partager la vidéo de VHM. La société H Éclairage est partie du groupe VHM. Le groupe a environ 220 personnes et la société une quarantaine. Elle se situe à Grisheim-près-Molsheim et ce FM, c'est de l'éclairage public. Alors nous nous sommes lancés dans le parcours Making Durable pour transformer la vision de notre direction générale qui nous pousse depuis plusieurs années à aller vers tout ce qui est circuit court et réduction des impacts environnementaux. Puisqu'effectivement on pouvait faire des choses qu'on s'imposait naturellement, mais là le fait de participer à cette démarche nous a permis de vraiment structurer les différentes étapes. Ça nous a permis de rendre pratique ce qu'on pouvait avoir dans le côté plutôt théorique. On y découvre aussi des potentiels fournisseurs ou des potentiels partenaires avec qui on va pouvoir travailler à l'avenir sur d'autres produits. Et la principale surprise au terme de ce parcours, ça a été justement de pouvoir concilier en fait l'aspect éco-conception avec l'atteinte de nos coûts cibles. Nous avons choisi de travailler sur l'Arbovia, c'est un mobilier urbain, un îlot de fraîcheur, sur lequel nous sommes focalisés sur la réduction du poids du châssis, à savoir une réduction de 50%, qui correspond à 16% du poids total du produit. Dans notre démarche de sobriété, nous avons appliqué uniquement un traitement de galvanisation sur le châssis, et plus une galvanisation avec une peinture. Nous avons supprimé la partie découpe de tôlerie, découpe laser, le pliage, afin d'avoir uniquement une structure mécano-soudée au sein de nos ateliers.
Nous avons directement intégré la manutention grâce à l'implémentation d'anneaux de levage qui nous permet de supprimer 70 kg de caisses de bois qui servent en fait au transport et à l'emballage. Dans le but d'aller encore plus loin dans notre démarche d'éco-conception, nous souhaitons remplacer l'aluminium qui constitue actuellement les feuilles de l'Arbovia par des matériaux recyclés et faire de même sur l'ensemble des produits que nous avons dans la gamme de mobilier urbain VHM. Voilà donc petit témoignage vidéo de VHM. Hop. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez regarder les différentes vidéos disponibles sur YouTube. Alors ensuite, concrètement, en termes de... Donc voilà, donc en résumé, voilà, donc ce parcours avec vraiment ces différents jalons sur 14 mois. 14 mois finalement, c'est une bonne période, c'est une durée qui est assez appréciée. Ça vous permet aussi quand même de lisser, je dirais, la charge de travail de ce nouveau projet qui est engagé. Et voilà, donc je dirais en résumé, vous avez 6 ateliers collectifs avec 1 à 2 personnes par entreprise, plus 10 jours d'accompagnement, 10 jours et demi d'accompagnement par le cabinet Abulis dans votre entreprise. Et autre élément vraiment intéressant, c'est qu'en termes de coût, donc vous êtes sur un coût qui comprend, donc en effet, voilà, c'est 6 jours d'atelier, 10 jours et demi d'accompagnement Abulis. Vous avez donc également les 12 mois de licence Eco Design Studio, voilà, plus 2 Serious Games que vous avez vu, donc Eco Concept, Eco SWOT, plus la vidéo, et donc ça c'est un coût global de 22 000 €. Vous valorisez également 5 000 € de temps homme interne auprès de l'ADEME, ce qui vous fait, en fonction de la taille de votre entreprise, une aide ADEME relativement importante, avec ici donc les restes à charge qui sont présentés en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, vous aurez accès à, on va dire, au support. Voilà, quelle est votre taille d'entreprise selon la définition européenne? Bah, voilà les critères qui s'affichent. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en effet, l'ADEME, en 2024, a augmenté ses taux d'aide sur ces démarches éco-conception. Donc, ce qui montre que l'ADEME et la région veulent voir toujours plus d'entreprises s'engager dans des démarches d'éco-conception, parce que, encore une fois, c'est vraiment un levier important pour décarboner les produits, l'industrie et l'économie. Donc voilà, je dirais en résumé, et si vous avez des questions, vous avez déjà posé des questions dans le chat, mais vous pouvez continuer à nous en poser. Encore une fois, voilà, ça vous permet de former 2 pilotes éco-conception, ça vous permet d'initier et de structurer la démarche, ça vous permet d'évaluer l'impact environnemental d'un premier projet, d'intégrer la performance environnementale dans votre entreprise, ça vous permet également de valoriser les premières actions que vous engagez dans cette démarche. Et puis également, un point fort, ça vous permet d'échanger avec d'autres entreprises, voilà, de voir comment... Donc ça, c'est aussi vraiment un élément motivant. C'est-à-dire que, voilà, c'est un projet d'éco-conception, il y a des hauts et des bas, des fois, ça peut être un peu découragé, parce qu'il y a quand même il y a tout le travail à faire à côté. Donc le fait de revenir en atelier, de voir les autres pilotes, des succès ou des difficultés, des solutions, voilà, ça permet vraiment aussi de vous motiver, d'aller de l'avant. Alors j'aurais une petite question, est-ce que les bilans carbone produits et entreprises sont-ils établis au démarrage et à la fin? Alors, petit élément de langage, donc on parle d'évaluation environnementale produit ou de bilan carbone des évaluations. Donc là, on est vraiment sur de l'évaluation environnementale produit. Et donc en effet, le making durable, c'est de la formation-action. Vous avez un prérequis pour faire l'accompagnement, c'est avoir en 2025 un développement de produit en projet. Et c'est sur ce développement de produit que vous allez faire cette boucle d'éco-conception. Et donc en effet, avant la conception-reconception du produit, vous avez en effet cette photographie, cette évaluation environnementale qui est faite. Une fois que vous avez identifié les actions à engager, bien sûr, vous validez avec une deuxième évaluation environnementale qu'il y a un réel gain. Ça, voilà, ça c'est l'un des éléments essentiels d'une démarche d'éco-conception. À terme, même au niveau de l'Union européenne, vous ne pourrez plus avoir d'allégations environnementales sur vos produits si vous n'avez pas des moyens de le prouver. Voilà, vous ne pourrez plus dire mon produit est green, faites-moi confiance.
il faudra des éléments de preuve. Donc là, en effet, c'est ce qui est fait dans Making Durable. Voilà. Pour préciser par rapport à cette question, parce qu'on parle de bilan carbone produit et entreprise, il n'y a pas de bilan carbone entreprise qui sont mis en place. Il y a des évaluations environnementales de produits dont l'empreinte carbone est un des indicateurs qui est observé tout au long du parcours. Voilà. Et donc concrètement, comment participer? Eh bien, on est sur un format d'appel à candidature. Donc en effet, vous avez jusqu'au 11 octobre pour candidater. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment intéressé et que vous candidatez, vous pouvez aussi déjà, sans présager de votre sélection, la date du 16 janvier, qui est donc la date de l'atelier de lancement. Comment candidater? Eh bien, donc c'est simple, vous avez un formulaire en ligne relativement simple. Voilà, on n'a pas voulu vous faire remplir un dossier de 10 pages de candidature. Donc c'est un dossier de candidature qui est simple dans le sens où c'est voilà, c'est nom, prénom de l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience en éco-conception ou pas? Pourquoi vous voulez y aller? Est-ce que vous avez déjà pré-identifié le développement de produits qui ferait l'objet de la boucle d'éco-conception? Et puis, je dirais peut-être la question la plus subtile, c'est combien de temps vous pensez consacrer par mois à cet accompagnement? Oui, c'est sûr, si vous indiquez que vous prévoyez de consacrer 3 heures par mois pour le développement du produit éco-conçu, bon, ça, c'est peut-être pas un niveau de temps homme suffisant. Voilà. Et ensuite, donc, c'est un jury ADEME, région et CCI qui statue. Alors, quels sont les critères finalement qui vont jouer? Voilà, je dirais que c'est à la discrétion de l'ADEME et de la région. Mais un critère qui peut compter, c'est aussi est-ce que voilà, vous êtes connu par l'ADEME et la région pour avoir déjà des démarches environnementales, on va dire, de fond. Voilà, c'est ce que maintenant les cofinanceurs cherchent de plus en plus. C'est pas forcément une demande de cofinancement opportuniste d'une entreprise, mais c'est plutôt une entreprise qui s'engage de petit à petit, voire de longue date, dans une démarche globale environnement. Ça, forcément, ça vous fait marquer des points pour être sélectionné. En tout cas, merci pour votre participation. Je vois qu'il est 58, c'est super, on a tenu le timing. Vous recevrez bien, en effet, le replay, le support de présentation en format PDF. Et puis, on est à votre disposition et je ne manquerai pas de vous recontacter par la suite pour savoir, voilà, est-ce que vous avez des questions et où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion pour vous lancer dans l'éco-conception avec Making Durable. Très bien. Et puis, merci Charline, merci Guillaume pour vos interventions. Je vous donne également la parole pour un dernier mot. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, j'espère que ce webinaire a été clair et vous a plu. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers Ronan. Et j'espère vous dire à bientôt. Voilà. Pas beaucoup plus à ajouter. Merci à toutes et tous et merci à la CCI et aux financeurs pour l'organisation de cette action collective qui est quand même assez exemplaire au niveau national. Très bien. Eh bien, on se dit à très bientôt. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir.